Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références dont voici les sommaires. Les flous continuent à persister sur les travaux de la commission paritaire, opposition-majorité, quant à la désignation du futur président de la commission électorale nationale indépendante. À toutes et à tous, bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assister ce mardi 24 août à la cérémonie de prestation des serments du nouveau président élu de la Zambie, l'opposant historique Hakainde Hichilema. Ce dernier, il faut le rappeler, est vainqueur de l'élection présidentielle de 2021 dont les résultats ont été rendus publics le 16 août dernier. Le décor a été déjà planté au stade Omnisport Heroes Stadium, comme fait dire la presse présidentielle. Le décor est totalement planté aux couleurs zambiennes dans le stadium Omnisport Heroes Stadium de Lusaka pour annoncer la cérémonie de passation de pouvoir ce mardi 24 août 2021 entre Edgar Lungu et l'opposant historique Hakainde Hichilema, vainqueur à l'élection présidentielle de 2021 dont les résultats ont été rendus publics le 16 août dernier. Le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, homme d'affaires, autodidacte, surnommé HH, avait remporté l'élection présidentielle en Zambie avec plus de 2,8 millions de voix. Il sera donc investi au même moment que la vice-présidente élue Mutale Nalumango. Plusieurs chefs d'État sont attendus à cette cérémonie qui se voudrait riche en couleurs, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand invité à cet événement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. En prélude à cette cérémonie, la délégation de la République démocratique du Congo, en équipe d'avance, conduite par le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État, et Claude Ibalanki, coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a été reçue ce lundi 23 août 2021 par le président zambien élu Hakainde Hichilema. Au cours de cette rencontre, ce dernier a échangé au téléphone avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est annoncé ce mardi matin à Lusaka. On va parler de l'état de siège en Ituri avec l'évêque de Bunia qui soutient l'action du gouvernement et invite les groupes armés négatifs à déposer les armes. Dieudonné Uringi l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, Patrick Borel Mukendi et James Katambwa pour les reportages. Reçu en audience par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi, s'est dit satisfait de l'action du gouvernement pendant cette période de l'état de siège. Il a par ailleurs exhorté la population et surtout les groupes armés encore actifs dans cette province à s'entendre et à déposer les armes pour favoriser la paix. Bien, voilà, nous ne pouvons que d'abord dire merci à son Excellence le Premier ministre chez nous, en Ituri, à Bunia, pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Et déjà au niveau de la province, et les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale de paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela, bien sûr, mais on souhaite que vraiment, qu'on en finisse vraiment. Que surtout les groupes armés qu'on en a, parce que sinon on a les Codeco, on a les Chinyakilima, on a RFPI, on a les AE, tout ça, que nos frères puissent comprendre qu'avec les armes, on ne peut rien construire. C'est un échec total, donc
La seule chose qu'on doit leur dire, continuer à dire, de déposer les armes et de s'attendre pour vivre mieux. C'est ce qu'on a. Il faut que le gouvernement et les militaires fassent ce qui est de leur devoir. Voilà, merci. Pour le moment, ils ont pu intervenir un peu ici et là, presque dans 4 coins là comme ça, et on sent que ça monte un peu positivement. Mais il faut qu'ils continuent, Donc parce qu'on ne peut pas supporter très longtemps des personnes, des groupes qui tuent la population innocente comme ça. Mieux vaut qu'on puisse quand même faire un effort pour en finir avec les armes, avec tout cela, voilà. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis samedi 21 août à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il effectue une mission humanitaire et sécuritaire dans le contexte de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'Ituri, pour vous dire que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a visité ce lundi 23 août l'hôpital général de Bunia où sont internés les militaires blessés de guerre. Les médecins directeurs de cette institution hospitalière s'est dit satisfaits de la dite visite. Une fois de plus, Patrick Borel Mukendi et James Katambwa. Confiant à la presse à l'issue de la visite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde auprès de militaires blessés de guerre, pris en charge à l'hôpital général de référence de Bunia, le médecin directeur de cette institution hospitalière, le docteur John Katabuka Kalongo, s'est dit très satisfait de cette visite du chef du gouvernement qu'il considère même comme une bénédiction des dieux en faveur de l'Ituri. Nous sommes très ravis de son arrivée. C'est une très grande bénédiction parce que nous sommes le point du pays le plus béni et si aujourd'hui Dieu peut permettre ce qu'il soit là, vraiment nous sommes le peuple le plus béni du monde. En fait, les militaires, les blessés de guerre et tous ces gens-là qui arrivent, nous sommes en train de les soigner et tout ça dans la politique, de mettre en œuvre les stratégies de renforcement du système de santé à la République démocratique du Congo. Tout ce que nous allons dire, c'est que, comme d'abord enfant du pays, chacun doit fleurir là où Dieu l'a sémé. Et lui, comme Premier ministre, nous espérons de lui que l'Ituri va fleurir grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis nous allons arriver au fin résultat que le chef de l'État attend de nous et toute la population et tout le monde. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu une visite de réconfort aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo blessés lors des affrontements avec les forces négatives, visite au cours de laquelle le chef du gouvernement a apporté un soutien moral à ces hommes en uniforme qui rendent de loyaux services à la nation congolaise. Sachez aussi que plus de 1800 enfants élèves n'ont pas accès à l'éducation à la commune rurale de Mungwalu suite à l'attaque des localités Itendei et Lycéi. L'ambassadeur de l'enfant de l'Ituri, Ghislain Atiaboli, demande donc aux autorités de l'état de siège de prendre en charge ces enfants. Ces propos ont été recueillis pour vous par Charlie Omba, qui est notre correspondante et sur place. À présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par cette dernière incursion des miliciens des Codeco, surtout celles des habitats des lycéens, parce qu'il y a eu de grandes pertes, dont même l'hôpital général des lycéens a été incendié par ces hors-la-loi, de maisons de la population qui ont été incendiées. Mais on se dit, lorsque l'État n'est pas en mesure de nous protéger, c'est grave. Surtout cet hôpital qui avait une capacité de recevoir une multitude de malades, mais aujourd'hui c'est détruit par ces groupes armés et au moment où je vous parle, plus de 2000 enfants sont déplacés et plus de 1000 sont des élèves et ils ne vont plus continuer les cours. Donc la situation est déplorable dans les territoires d'Endjou où surtout il y a un enfant qui a été touché par balle. Occasion pour nous ici de demander encore une fois de plus à nos autorités de tout faire pour imposer la paix. On ne doit pas continuer à négocier avec des groupes armés. On doit continuer à prendre soin, il est pris à charge par sa famille, quelque chose qui est grave. Or, l'État qui est censé lui prendre à charge. Donc nous demandons aux autorités de continuer à sécuriser la population, mais aussi les centres de coordination des opérations qui étaient en marche à l'époque doivent revenir. Parce que selon les informations, souvent la population a toujours eu cette habitude d'alerter nos forces en avant
Mais apparemment, nos forces armées négligent ces informations qui sont données par la population. Donc, et surtout souvent lorsqu'il y a des alertes, parce que lorsque les munitions ont commencé à opérer, l'armée est arrivée à retard. Des fois, ils doivent tout faire lorsqu'il y a l'urgence. Ils doivent tout faire, dépêcher d'abord leurs équipes sur terrain, rétablir l'ordre. Parce que si l'armée allait intervenir en avance, cet hôpital n'allait pas être détruit par ça. Et le décès le samedi dernier de Gabriel Kyungu Wakumwaza, président national de l'UNAFEC, reste une perte énorme d'une figure politique emblématique, ont estimé quelques acteurs politiques de Lubumbashi. Correspondance Junior Kanik. La nouvelle sur la disparition de Gabriel Kyungu Wakumwaza est apprise avec tristesse et demeure une perte pour la classe politique congolaise. Nous sommes vraiment désolés de l'avoir perdu parce que nous ne savons pas aussi retrouver une personne à la hauteur d'Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaza, notre patriarche, notre grand-père, notre père, notre patron, notre acteur politique qui a fait cette histoire de la RDC. C'est une perte. La plupart gardent du patriarche le souvenir d'une bonne image. Baba est un grand leader politique au niveau national, même au niveau de la région du Katanga. Il a beaucoup fait pour la RDC. Et Grand Katanga, même la RDC est en train de l'éclairer, tout en gardant de bons souvenirs de lui. Et même si c'était quelqu'un qui ne pouvait pas garder sa constance sur le plan politique, hein, comme c'est connu de tout le monde, de Mobutu à Tshisekedi Tshilombo Antoine, chaque fois qu'il y avait des changements au niveau politique, lui aussi ne faisait que suivre du côté où allait les vents. Et d'ailleurs lui-même le disait qu'on ne peut pas dormir sur un lit et dans une même position toute la nuit. L'UDPS, dont le surnommé Baba est cofondateur, promet un enterrement digne de son rang. Et qui ne parle pas de Baba Kyungu Wakumwaza au niveau international. En tout cas, on le connaît, son nom est allé un peu partout et nous estimons que nous allons l'aider à l'enterrer dignement pour que son honneur reste plané un peu partout en République démocratique du Congo. Et nous voudrions bien rester avec lui, nous parlerons de lui, nous tiendrons des conférences, nous écrirons des ouvrages, ceux qui peuvent créer même des monuments à travers la République, même ici à Lubumbashi, peuvent le faire. En outre, les militants de l'UNAFEC sont appelés à la paix. Ceux qui essaient de s'approprier de manière katangaise Kyungu Wakumwaza doivent comprendre qu'ils sont en train de faire une fausse route. Kyungu Wakumwaza devient pour nous politiquement national. Ces partis politiques puissent garder ces valeurs de Baba, que le nom de l'UNAFEC puisse continuer pour que sa lutte politique ne puisse pas disparaître. Décédé depuis le samedi dernier, le corps d'Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaza sera rapatrié sauf changement de la dernière minute ce mercredi à Lubumbashi pour ses obsèques. J'en viens maintenant à ce qu'avaient annoncé les sommaires de ces journaux. La SENCO et l'ECC attendent toujours rencontrer les présidents de la République, alors que les 6 autres confessions religieuses, elles, ont déjà déposé leur procès verbal à l'Assemblée nationale. Et ceci dit, les flous persistent encore sur les travaux de la commission paritaire opposition-majorité quant à la désignation du futur président de la commission électorale nationale indépendante. Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. Les représentants des églises catholiques et protestantes espèrent toujours rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au regard du contexte délicat dans lequel se déroule la désignation des délégués de confession religieuse à la Commission électorale nationale indépendante. De leur côté, les 6 leaders des confessions religieuses ont affirmé que le dossier est déjà clos au cours d'une conférence de presse organisée en début du week-end dernier. Denis Kadima a été choisi et le dossier transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Elles espèrent que cette fois-ci, le travail ne leur sera plus retourné. D'ailleurs, elles ne sont pas d'accord avec la décision de l'ECC et SENCO de saisir le président de la République. Elles se désolidarisent de l'initiative qu'elles trouvent inopportune.
Plusieurs scénarios sont envisageables à ce stade. L'une des possibilités est de voir Christophe Mbossong Kodia, président de l'Assemblée nationale, accéder à la démarche des 6 leaders de confession religieuse et le transmettre à la commission paritaire et faire aboutir le processus d'entérinement. L'autre voie envisageable est d'attendre la position de Félix Antoine Tshisekedi avant de lever une position définitive. Entre-temps, les 2 plateformes de l'opposition, à savoir la Mouka et le FCC, ont déjà boycotté les travaux de la commission dite paritaire et espèrent l'ouverture des négociations pour une issue plus consensuelle. Affaire à suivre. Il n'y a pas eu détournement des millions de dollars américains à l'ex-ONATRA. Toutes les décisions actuelles ont été prises selon l'autorisation de la plus haute hiérarchie. Tels sont en substance les propos du ministre des Sports, voie des Transports, voie des Communications et du désenclavement. Chéribert Okende qui éclairait à propos de la folle rumeur qui ont circulé sur les rues de Kinshasa, faisant donc état de ces probables détournements. Reportage. Face aux agents et cadres de la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA, Chérubin Okende n'est pas allé par les deux de la cuillère. Dans un dialogue social franc, le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements a fait une mise au point sur les présumés détournements des 1 million de dollars américains alloués pourtant au paiement des arriérés des cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'à la tenue des assises de cette organisation à Kinshasa. Les fonds ont été pris dans la redevance logistique terrestre logée dans un compte séquestre que seul le ministre des Transports et son collègue des Finances ont les prérogatives légales de gérer, a précisé Chérubin Okende, qui a du reste fait des affectations avec l'autorisation du chef de l'État et du Premier ministre. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même, il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'OMAOC. Première chose, la défaillance vient de la SCTP, qui a détourné le fonds maritime régional. Abordant la problématique de la spoliation du patrimoine de l'ONATRA et celle des ports privés qualifiés d'illégaux par les agents SCTP qui en appellent à leur fermeture sans délai, le ministre a démontré la complicité des dirigeants de l'ex-ONATRA dans cette affaire. Certains ports dits privés, on retrouve la SCTP dans l'actionnariat. On retrouve la SCTP avec 10%. Oui, c'était négocié par des dirigeants de la SCTP, ce n'est pas le ministre. Le BOA étant éventré, les agents victimes de la mauvaise gouvernance des cadres ont reçu la bonne information et ont compris visiblement qui sont à la base de leur misère. La spoliation des biens de la société, mais la complicité d'abord au niveau interne. Plus de 185 villas spoliées. Il a pris bonne note et à nous de faire le suivi. Même les ministres étaient clairs, donc nous devons veiller pour sauver cette entreprise. Cadres et agents ont compris qu'il faut désormais focaliser l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise présente dans 17 provinces sur les 26 que compte la RDC. Merci Patrick Pezo pour cet élément. Nous allons parler maintenant de cette grève des motards. Journée sans transport à Kisangani. Les motards exerçant dans cette ville ont observé un arrêt de travail ce lundi 23 août 2021. Ils protestent donc contre ce qu'ils qualifient des tracasseries dont ils sont victimes de la part des policiers des circulations routières. On fait le point avec notre correspondant Patrick Mangala. Sur le terrain, les motards et autres jeunes ont formé des groupes un peu partout dans la ville. Ils s'attaquent à toute personne roulant sur une moto, même celles qui ne sont pas membres de l'association de motards de Kisangani à Motakis de circuler. Ils dégonflent le pneu des engins. Dans la majorité, la population s'est déplacée en pied pour rejoindre soit le marché, l'école, l'université ou le travail. Je prends souvent la moto, mais aujourd'hui, quand je suis venu, j'étais dans la rue, j'ai cherché le taxi, je n'ai pas trouvé. Des météos jusqu'au Batam, on a fait les pieds, il n'y avait pas les taximens dans la route, donc nous avons fait les pieds et aussi nous avons laissé le moyen de transport. Au début d'après-midi, la situation est peu à peu revenue à la normale.
Quelques motards étaient visibles au centre-ville, transportant les clients, comme d'habitude, malgré la situation tendue dans la commune de Mangobo, où l'autorité urbaine parle de mort d'une personne et de plusieurs blessés. La situation est revenue à la normale, mais il est quand même à déplorer un fait qui s'est passé à la commune de Mangobo, où on parle de morts d'hommes. Je ne sais pas encore les circonstances, mais je sais au moins qu'il y a mort d'hommes, selon l'information à ma possession, et les enquêtes sont en cours. Que réclame le motard alors que le gouverneur des provinces vient d'accorder 1 mois de courtoisie routière, période pendant laquelle la police de circulation routière ne peut pas demander des documents de bord aux motards. On écoute ces motards trouvés au quartier plateau médical. Alors, tu réclames un examen en bois sur la belle parce que tu as cassé le qui. À toi, me mis pondu à maman là, comme on a routier à l'bosso, mauvais chargement. De Tolembi, maman, tu sommes bien, Mikana, tu sommes masou, le gouverneur a la macambo, tu es bien moté à passer Zabo. So, qui te dit que mon tu as donné un peu son bango, bah, Kangi, mauvais stationnement. Le maire de la ville appelle le motard au calme et à la reprise des travaux. Selon Jean-Louis Alasso, leur problème est connu des autorités aussi bien provinciales que nationales. Pour les motards, je leur demande de se calmer. Étant donné que leur situation est déjà connue par la hiérarchie tant nationale que provinciale, on va trouver solution, qu'ils se calment, qu'ils continuent à travailler, parce que c'est le travail qui fait que leur famille puisse bien vivre ici. Il faut dire que la journée de ce lundi, il s'est observé une certaine timidité au niveau du centre-ville de Kisangani. Il n'y avait pas d'engouement de la population, bien que le marché, boutiques, magasins, banques ont ouvert leurs portes. Toujours en province du Nord Kivu, territoire des Rutshuru, dans la ville de Kisangani, un groupement voisin naturel du volcan Mikeno en sinistre. Les eaux ont ravagé les champs et ménages des populations, une situation qui a déjà duré près d'une semaine dans cette partie du pays. Ne sachant pas à quel sens s'est voué, la population n'a fait que lancer un cri d'alarme à l'endroit de l'autorité compétente. Yvonne Kapinga est notre correspondant depuis Goma. À première vue, vous aurez l'impression de voir une rivière naturelle. C'est en vous rapprochant que vous allez comprendre que ce sont les eaux en vitesse issues de l'effondrement de la neige au sommet du volcan Mikeno. Une situation qui vient de durer près d'une semaine dans cette partie du pays. Ici, en groupement des Gisigari, chefferie des Bouchons en territoire des Rutshuru, les eaux ont causé plusieurs dégâts matériels, notamment la destruction des champs agricoles, les bétails, les marchandises des petits commerçants, des maisons d'habitation, pour ne citer que cela. Les chefs de ces groupements ont fait la ronde dans l'objectif d'évaluer les dégâts. Ici, dans la localité de Kanombe, au pied du volcan éteint de Mikeno, Justin Komayombi reçoit les témoignages des sinistrés. Les dégâts sont énormes, Tixit Nzamouye Sangano, victime de l'inondation. Ce sont les eaux en provenance de la colline Mikeno. À leur passage, ils ont ravagé les maisons de Kanombe et même dans la localité de Kisiza. Les eaux ont envahi nos champs dans lesquels on produisait des maïs, les haricots et les maniocs. Nous sommes à l'arme et nous ne savons plus quoi faire. Une aide du gouvernement ou des personnes de bonne volonté est la bienvenue, lance Justin Komayombi, chef du groupement Gisigari. Bien bonnes oreilles, il pourra voir comment venir épauler ces habitants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu les ustensiles de cuisine, leur récolte. Ça veut dire qu'on est vraiment dépourvu de tout. Tout ce qu'ils peuvent trouver seront les bienvenus, que ce soit des bâches, des cabanes, des habits usés, de la nourriture, de la semence. Tout sera les bienvenus puisqu'on est en train de vivre vraiment un calvaire durant cette saison pluvieuse. Signalons qu'en localité de Gisiza, où le sol est fertile, les pauvres paysans ont impuissamment regardé leur champ se transformer en lac artificiel.
Grand merci Yvonne Kapinga, notre correspondance depuis la ville de Goma pour ces bels éléments. Nous allons parler de la rubrique Actualité telle que vue par les autres avec Esther Badibiabia qui avait tendu son micro à Jean-Désiré Boukala, secrétaire des rédactions à Bossolo Télévision. Selon ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée entre autres par les tractations entre confessions religieuses à propos de la désignation du futur président de la CENI. L'actualité reste toujours dominée par l'arrivée du Premier ministre dans la ville de Beni au Nord Kivu. Le Premier ministre est allé s'enquérir de toute la situation relative à l'état de siège. Et aussi, l'actualité continue encore à être dominée actuellement par les tractations au sein de confessions religieuses. Ils ont déposé leur PV jusqu'aujourd'hui. La commission paritaire est en train de traiter là-dessus. Et puis aujourd'hui, l'actualité aussi, c'est que la commission défense de l'Assemblée nationale est en train de continuer avec les auditions. Et d'ailleurs, ils vont clôturer aujourd'hui les auditions du ministre du budget, le ministre de Finances aussi, sur l'état des sièges, l'évaluation sur l'état des sièges, parce que quelques députés, le cacique de l'Est, avaient posé comme préalable qu'avant de proroger l'état des sièges, il fallait évaluer cet état des sièges pendant les 3 mois qui se sont déjà écoulés. C'est pourquoi on avait fait venir le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui c'était le tour du ministre du Budget et puis le ministre des Finances. Donc ils vont répondre aujourd'hui devant la commission de défense et la conclusion sera donnée après ceci. Et l'actualité aussi qui continue, c'est la loi Tchani, qui continue toujours à défrayer la chronique parce qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent les tons, qui ne veulent plus que cette loi continue encore et que cette loi-là ne soit pas prise en compte au sein de l'Assemblée nationale. Nous allons parler sport dans ce journal. Club de football repêché pour la prochaine édition de la Lina Foot. L'Union sportive Tikunku de Kananga affiche déjà ses ambitions pour faire forte impression cette saison. Son président Alexis Kayembe l'a dit à la presse au sortir de son audience avec le président intérimaire de la FECOFA. Ces propos ont été recueillis pour vous par Papi Katassi et Rigo Moulopo. On peut que célébrer quand on a une telle décision de la part des autorités sportives. Ils ont de la chance d'entrer, n'est-ce pas, dans la Ligue 1. Et donc pour nous, ça nous fait de la joie. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous y sommes. On a mis des moyens en place pour se rassurer qu'on va se maintenir dans la première division et puis faire beaucoup d'exploits. De façon que d'ici 3-4 ans, Tchingou devient une des équipes top 5. C'est ça en fait notre objectif. Bon, nous étions déjà prêts, hein, même si on n'allait pas être repêché. On avait déjà mis tous les moyens en place. Donc je vous informe que l'équipe séjourne, ça fait déjà presque 2 semaines. Elle est internée au centre sportif de la FIFA à Ntsélé. Nous avons un entraîneur qualifié, Bruno Blanc. Nous avons un directeur technique. Nous avons un formateur physique. Nous avons un entraîneur spécialement des gardiens. Nous avons à peu près 50 éléments que nous sommes en train de détecter. Ça fait déjà presque 2 semaines. L'équipe est aujourd'hui réduite, si je ne me trompe pas, à 30 d'éléments. Donc nous avons aussi quelques cibles de joueurs expérimentés qui viennent de la Ligue 1 pour renforcer, n'est-ce pas, ce que nous avons en place. Notre objectif à court terme, c'est d'abord se maintenir, être dans les top 10, donc les 10 premières équipes. Ça, c'est notre ambition à court terme pour 2021-2022. Et après, nous avons des ambitions, comme les ambitions de toute équipe, c'est pour devenir champion. Donc on mettra les moyens derrière pour qu'on puisse aussi gagner quelques trophées, c'est ça. Je vous convie à présent à suivre l'actualité en dehors de nos frontières. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, est mort ce mardi à l'âge de 79 ans.
L'ex-dirigeant est décédé probablement du Covid-19 au Sénégal où il avait été condamné à de la prison à vie en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après une détérioration de son état de santé en prison, Hissène Habré a été emmené d'urgence dans une clinique privée de Dakar il y a environ une semaine avant d'être transféré dans le principal hôpital de la capitale sénégalaise. Au pouvoir au Tchad de 1982 à 90, Habré était un allié de la France qui le protégeait. Renversé en 1990 par un coup d'État, il avait trouvé refuge au Sénégal, où sous la pression internationale, il avait été arrêté en 2013. Hissène Habré avait ensuite été inculpé en 2016 par un tribunal spécial de l'Union africaine dans le premier procès d'un dirigeant africain jugé en Afrique pour des violations massives des droits humains. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne avait chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Il restera dans l'histoire comme l'un des dictateurs les plus impitoyables au monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici les rappels de la principale articulation. Les flous continuent à persister sur les travaux de la commission paritaire, opposition-majorité, quant à la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'aviez certainement compris, ce journal est complètement terminé. Patrick Borel l'a coordonné comme chef d'édition. Nana Kalamba était derrière la caméra. Jean Donga, Jires Ndala et Osé Dokolo ont été du côté de la baie vitrée à la régie finale. En leur nom et en mien propre, je vous dis grandement merci pour votre sympathique attention. Au revoir.